Je ne veux plus devenir aveugle et étanche au point de vue des autres, sous prétexte que je considère que mon point de vue est plus évolué. Et l'idée, c'est pas de dire en une phrase « Ah non, mais moi, je suis pas raciste ». L'idée, c'est d'aller voir comment on l'est. L'idée, c'est pas de dire « Ah, mais moi, je suis pas sexiste ». C'est d'aller voir comment je le suis. Puisque je baigne dedans depuis 2000 ans. Comment ça, je ne le serai pas? Ouais. Je le suis. Et l'idée, c'est d'aller voir comment. En fait, pour moi, c'est être engagé aujourd'hui que d'être capable d'apporter de la nuance. Être clivant, être caricatural et être dans un camp, le drapeau levé, pour moi, en fait, ça ne demande pas d'effort. Ça demande juste de gueuler avec les loups. Donc, tu te mets dans un camp, tu brailles aussi fort que les autres, et puis on est très bien. Et pour moi, c'est un véritable engagement que d'être capable de respirer, d'amener de la nuance et de reculer. C'est-à-dire que je crois que d'une manière sous-jacente, ce qui est en dessous, c'est qu'on crée une guerre, on crée un clivage, parce que dès qu'on a créé ça, enfin, on réappartient à un camp. Alors, Franck, je voulais évoquer avec toi aujourd'hui une question qui me préoccupe particulièrement, c'est ce qu'on appelle le wokisme. Mm-hmm. Ouais, cool, allons-y. Tu as entendu parler du wokisme. Évidemment, voilà. C'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps, on entend parler depuis, c'est un mot à la mode depuis quelques années. Mais après, à la base, c'est quoi? À la base, le wokisme, c'est une espèce d'attitude, un mouvement politique qui consiste à être en éveil, notamment sur les droits des minorités. Que ce soit des minorités sexuelles, ou les minorités raciales, ou toutes sortes de minorités. Et le wokisme se double actuellement de ce qu'on appelle la cancel culture. Cancel culture, c'est la culture du boycott. C'est-à-dire que quand il y a un président d'université ou un professeur d'université qui dit un certain nombre de choses qui correspondent pas véritablement à ce qu'il faut dire, qui est pas dans la bien-pensance, et ben on le vire, on l'empêche de passer, on l'empêche de faire ses cours, on l'empêche de faire ses conférences. C'est assez fréquent aux États-Unis, c'est devenu assez fréquent en France aussi. Ok, ça peut nous arriver. Pardon? Ça peut nous arriver, du coup. Et ça peut arriver à tout le monde. Alors attention à ce que tu dis. Oui, et ça peut arriver à tout le monde. Mais ça va encore beaucoup plus loin. Parce que maintenant, on reprend les contes de fées. Les contes de Grimm, on reprend les contes de fées et on les réécrit. Par exemple, le petit chaperon rouge, c'est une femme trop passive. C'est une petite fille, en fait. Mais elle est considérée comme trop passive. Donc, voilà, on lui remet un petit peu, on la remet un petit peu dans un environnement et on la fait agir de façon un petit peu différente. Blanche-Neige, on supprime le prince charmant. Ça va jusque là. On supprime le prince charmant parce que elle est trop dépendante d'un homme. Donc, cette façon et puis, les statues qu'on déboulonne. À la Martinique, on a déboulonné la statue de Victor Schœlcher. Parce qu'il était esclavagiste. Alors que c'est lui qui, au Parlement, en France, à l'Assemblée nationale, est l'auteur de la loi qui a mis fin à l'esclavagisme. Okay. Voilà. Et donc, c'est en train d'envahir non seulement le monde universitaire, mais le monde de la télévision, le monde des médias, le monde des livres, etc. Et je trouve ça extrêmement inquiétant parce que c'est exactement comme ça que les dictatures, les inquisitions fonctionnent. C'est-à-dire, c'est une bien-pensance imposée qui est à l'origine une bonne idée, quelque chose de tout à fait louable, qui est la défense de minorités, qui s'impose à un moment donné comme quelque chose d'envahissant et d'opprimant. Alors, est-ce que tu as des exemples? Je sais pas si tu ressens les mêmes choses par rapport à ça. Non, je ressens pas les mêmes choses. Je le vois, je l'observe. J'entends des fois des façons qu'on a de repousser certaines idées en disant non mais ça n'existe pas parce que ça ne m'arrange pas de voir ça. Je sens en fait ce que je sens c'est à quel point ce point de vue est partisan. Si tu veux, c'est plutôt cet aspect-là dont j'ai envie de me saisir, c'est d'à quel point on est capable d'inventer tout et n'importe quoi tant qu'il s'agit de consolider la version de mon camp, entre guillemets. Mais si tu veux, quand je t'écoute et quand je vois ça dans notre société, je le vois simplement comme étant le pendant, l'équilibre, l'autre bout de la balance, de l'autre élan que je dirais conservateur, populiste, c'était mieux avant, on va régler tous les problèmes d'un coup de baguette magique parce qu'on sait qui sont les fautifs, etc. Et j'ai l'impression en fait d'avoir affaire simplement à l'autre, au pendant
de la petite ambiance fachotte qui traîne dans l'air à propos des mêmes points de vue totalement partisans où tout est ultra simplifié. On sait qui sont les ennemis, on sait qui est le problème. Et en fait, c'est pas étonnant qu'on se retrouve avec de l'autre côté de la balance exactement le même genre de truc. C'est-à-dire que si tu veux, tu peux avoir d'un côté, prenons l'exemple des États-Unis parce que c'est un peu plus loin. Puis comme j'y connais rien, ça va être plus simple. Mais si tu veux, tu peux avoir d'un côté ce mouvement woke. Et puis de l'autre côté, un mouvement suprémaciste, ultra conservateur. Et l'un et l'autre sont prêts à tout et n'importe quoi, à dire tout et n'importe quoi, à inventer tout et n'importe quoi, pour nourrir et consolider leur version partisane de la réalité. Ce que j'essaye de comprendre là dans mes travaux actuels, c'est pourquoi est-ce qu'on arrive à une espèce de radicalisation. Pourquoi finalement, au lieu que les deux camps à un moment donné se disent bon, j'ai un peu exagéré, mais on va réussir à trouver une façon de, etc. Et puis telle loi, puis il faut pas aller trop loin, mais on va y arriver quand même. Pourquoi est-ce que ça se radicalise et qu'on est sur deux camps qui effectivement cherchent à se confirmer qu'ils ont raison et sont dans une logique d'affrontement de plus en plus violent? J'ai du mal à comprendre. En fait, ça me paraît simple, parce que ça fait depuis que le monde est monde, à mon avis, que ça fonctionne comme ça. Après, je dis simple, la théorie est simple, l'application ce sera sûrement autre chose, mais l'idée c'est que les deux camps sont de bonne foi, tout simplement. Quand tu dis que les deux camps pourraient être capables de dire oh j'ai un peu exagéré, faisons chacun un bout du chemin et on va se retrouver dans la réalité, ça c'est dans ce qui est vrai ou dans ce qui est raisonnable, c'est d'imaginer en fait qu'il existe une réalité qui soit raisonnable, qui soit mitigé, qui soit le mélange de tout ça, et qui soit perçu comme ça par les deux camps, alors que c'est pas du tout le cas. Chaque camp est persuadé d'être de bonne foi, et est de bonne foi donc, puisque lorsque le mouvement woke est en place, il ne fait que regarder les inégalités, regarder l'injustice, regarder le rouleau compresseur de la pensée mainstream et veut absolument s'y opposer en disant non, tout ça va pas être possible. Et puis de l'autre côté, comme tu vois par exemple ce matin d'arriver avec un espèce de truc de attendez, c'est un peu too much, on a des gens qui arrivent et qui nous disent oh attendez, vous essayez de foutre à la poubelle tout le monde qu'on a construit, à quoi vous êtes en train de jouer. Au fond, on a deux camps qui sont simplement en train de regarder la réalité depuis là où ils la regardent. Leur version est valable, leur version est défendable, et eux sont tous les deux de bonne foi. Donc, lorsque un camp s'adresse à l'autre, il est persuadé, sûr et certain, que l'autre camp fait exprès, est délibérément en train de mentir, délibérément de mauvaise foi, délibérément en train d'exagérer, et qu'avec un peu de courage, il pourrait reconnaître qu'il exagère alors que ça n'est pas le cas. Pour chacun des camps, personne n'exagère. Ils n'exagèrent pas. Ils sont juste plus lucides que l'autre. Oui. Et ils sont persuadés d'être plus lucides que l'autre. Et en fait, c'est pour moi le piège dans lequel j'ai pas envie de tomber, c'est que au fond, ce qui nous amène dans cette situation, c'est que c'est de l'émotionnel tout ça. C'est-à-dire que c'est comme l'émotionnel est interdit, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'avoir des émotions puisqu'on est des êtres stables, puisqu'on a la tête sur les épaules, parce qu'on est des adultes, parce qu'on n'est pas des gamins, parce qu'on n'est pas faible, parce que bon on sait où on va. Donc l'émotionnel c'est fait pour les bébés, les tordus, les faibles, les paumés. Les autres ils ont pas d'émotion. Ils en ont, mais bon, ça va, c'est subalterne, c'est pas la question. Donc l'émotionnel est pas traité. Mais en fait, c'est de ça dont il s'agit. Pour la minorité qui est avec son drapeau woke et qui veut tout corriger le monde, il est constamment en lien avec son émotionnel de personnes maltraitées, mal entendues, mal soutenues, caricaturées, stigmatisées, etc., etc. Donc on ne parle que d'émotionnel. Et puis en face, t'as un camp qui est exactement dans la même chose, en train de défendre son grand-père ou son arrière-grand-père corps et âme, c'est-à-dire je sais d'où je viens, je sais quelles sont mes racines, je sais le monde que je veux, et en fait constamment dans de l'émotionnel. Donc on a deux camps qui sont en train de régler leur compte émotionnel en étant persuadés d'agir avec la tête froide, la tête sur les épaules, en train de regarder avec des chiffres, des statistiques, etc., etc. Donc ils se renvoient des stats à la gueule, ils se renvoient des exemples indubitables de oui mais regarde ce qui s'est passé à tel endroit, oui mais regardez ce qui s'est passé à tel endroit, c'est injuste et là aussi c'est injuste. Donc on s'affronte avec des faits en disant le fait est indubitable, alors que la source de tout ce truc-là, c'est de l'émotionnel. C'est de la peur, c'est de la trouille, c'est de la douleur.
Et la douleur, en fait, on n'en tient pas compte. La souffrance, elle n'a pas voix au chapitre, c'est pas la question. Et on se cache ça pour basculer sur des faits. Alors qu'en fait, notre lecture de l'événement est juste reliée à notre émotionnel. Donc, selon où est placé ton émotionnel, bah, tu vas te retrouver à appartenir au camp woke ou à appartenir au camp ancien monde, j'ai envie de dire. Mais l'émotionnel, c'est aussi l'interpersonnel. Il y a aussi un moment donné où tu discutes avec les gens, où tu te dis quand même, bah, ce qu'il dit, c'est pas si con, peut-être que j'ai un peu exagéré, etc. Qu'est-ce qui fait que ça va dans le sens, si tu vois, de la distance, et que ça ne va pas, à un moment donné, dans le sens de, bon, on va essayer de régler les choses ensemble. Il y a quand même un petit mystère. Si tu regardes, c'est pas si mystérieux. Parce que quand tu dis, on pourrait discuter avec les gens... Je suis trop rationnel, peut-être. En fait, tu essayes de mettre... tu essayes de penser qu'à un moment donné, on peut s'accorder sur une version raisonnable de la réalité. Alors que, en fait, non. La réalité, elle existe, les événements existent, et ils sont perçus par chacun des camps. En fait, j'ai envie de dire par chacun des humains, ils sont perçus de différentes manières, vécus de différentes manières. L'émotionnel, en fait, l'idée qui est en dessous, c'est que l'émotionnel, ça s'arrête pas juste à être de l'émotionnel. L'émotionnel, il est problématique parce qu'il renvoie à l'idée de la douleur, de la souffrance, et de glisser vers le pire. Qu'est-ce que veut le mouvement woke? Qu'on ne glisse pas vers le pire. C'est-à-dire, je ne veux pas retourner au Ku Klux Klan. Je ne veux pas retourner au Moyen-Âge. C'est ça, le mouvement woke. En gros, c'est on nous refera pas le coup, et maintenant on veille. On est lucide et on est éveillé. On veille. Ouais. Donc ça va pas nous réarriver. Et puis de l'autre côté, on a construit un monde sécurisé. On sait où on va. Les mamans, ça va avec les papas, ça fait des enfants comme ça, les maisons c'est comme ça, le boulot c'est comme ça, et on essaye de cadrer le truc de manière à bien sécuriser les choses. Mais dans les deux cas, la peur qui est en dessous, c'est la douleur, la peur qui est en dessous, c'est la souffrance. Du coup, ce qui pose problème dans tout ça, c'est que dès qu'on commence d'avoir mal, on n'accepte pas d'avoir mal. Avoir mal, c'est impossible. On ne veut plus avoir mal. Plus personne ne veut avoir mal. Et comme on ne veut pas avoir mal, ce qu'on veut, c'est immédiatement dézinguer celui qui crée de la souffrance. Pour le woke, celui qui crée de la souffrance, c'est le boomer, c'est le suprémaciste, c'est lui qui crée de la souffrance. C'est les autres. Donc on va le canceller. Ouais. C'est les autres, évidemment. Ouais, c'est toujours un autre. Mais donc on va le dézinguer. Pour l'autre, qu'est-ce qui crée de la souffrance? C'est celui qui vient en drag queen expliquer à mes enfants qu'ils doivent devenir homosexuels à 8 ans. Parce que c'est ça leur version, hein. C'est comme ça qu'ils perçoivent les choses. Donc dans ce cas-là, à chaque fois, c'est la même idée. C'est si j'interdis à l'autre de vivre, la souffrance ne reviendra pas dans ma vie. C'est juste l'idée, c'est juste ça. Quand je parle d'émotionnel, ce que je veux que tu comprennes là-dedans, c'est que l'idée, c'est la douleur, on peut l'éviter. Il suffit d'interdire aux gens qui créent la douleur de s'exprimer. D'interdire aux gens qui créent la douleur de vivre. C'est une illusion totale. Une totale illusion, évidemment. Bien sûr. Et c'est là-dessus que c'est posé. Ouais. Donc quand tu dis on va s'entendre sur une version de la réalité, ça n'est plus possible. Oui, mais tout simplement parce que dans les deux camps, à chaque fois c'est le même sujet. Il faut, pour qu'on puisse créer une guerre, pour qu'on puisse bien se battre, pour qu'on puisse en foutre plein la gueule, il faut qu'on mette une bonne raison au milieu. Et la bonne raison au milieu, c'est toujours la même. Ce sont nos enfants. Si t'écoutes bien ce qui se passe, c'est que tu vas avoir le camp woke qui dit plus jamais ça. C'est-à-dire, nos enfants ne seront plus victimes de ségrégation. Nos enfants pourront s'identifier à des chats s'ils veulent. Nos enfants pourront être homos, nos enfants pourront changer de sexe, nos enfants ne seront plus abrutis par des contes où on leur vend qu'il y a des princes charmants et qu'on a le droit de baiser des princesses qui dorment, etc., etc. Donc, il y a du plus jamais ça. Tout bêtement. Et de l'autre côté, dans le camp qu'on pourrait qualifier de conservateur, en fait, on est exactement dans la même posture, c'est-à-dire, vous n'allez pas abîmer nos gosses avec vos idées subversives de tout est ouvert, tout est permis et tout est n'importe quoi. Mais dans les deux cas, ce sont les enfants qui sont utilisés. C'est-à-dire au nom de nos enfants, vous n'avez pas le droit, on va faire des familles propres. Et de l'autre côté, au nom de nos enfants, vous n'allez pas nous empêcher d'aimer qui on a envie d'aimer. Mais c'est toujours au nom de nos enfants. Les deux camps sont tout à fait d'accord. Ouais. Donc ma question c'est comment toi, t'as l'habitude, tu vois, de comment finalement on sort un peu de ces choses, de l'affectif, comment on change de vision.
quels sont les mécanismes où tu peux un petit peu évoluer ou changer de vision, ou est-ce qu'on est condamné à rester chacun avec nos souffrances, enfermés dans nos souffrances et enfermés dans toutes les idéologies qui sont générées par ces souffrances? Ce que je crois, c'est que quand on a le nez trop près de la feuille, ce qu'on est en train d'observer est toujours catastrophique. Toujours catastrophique. Je suis d'accord avec toi. On a peut-être... Si il y a 100 ans en arrière, quelqu'un qui se faisait choper à lire en cachette se prenait une danse monumentale. Parce que, franchement, t'as que ça à foutre. Tu comprends? Et aujourd'hui, on supplie pour que nos enfants ouvrent des livres. Si on a le nez trop près de la feuille, on voit rien du tout. On regarde juste l'instant et c'est toujours catastrophique. Tu places la fenêtre où tu veux dans le temps, c'est toujours catastrophique. Je pense que exactement comme on est obligé d'arrêter de confondre la météo et le climat, il faut arrêter de confondre les faits de société du jour et ce qui est en train de devenir l'humanité. Donc ce que tu es en train d'observer, c'est extrêmement flippant, c'est la météo, et après moi je fais confiance, et c'est ça mon point, au climat. C'est-à-dire à l'idée que peut-être que mes petits-enfants ne verront pas plus le jour que moi dans leur petite fenêtre, mais qu'ils vivront dans un monde qui ne sera pas le même, comme moi je vis pas dans le même monde que mon grand-père. Et cette évolution qui a lieu, puisque regarde la vie de ton grand-père et regarde la tienne, et tu vas voir en fait il y a vraiment un écart monumental entre les deux. Pourtant, chacun d'entre nous, c'est-à-dire toi, comme ton père, comme ton grand-père, comme ton arrière-grand-père, s'il regardait la fenêtre de temps dans laquelle il s'est exprimé, c'était catastrophique. Et pourtant, avec le recul, on se dit, oh, quand même, ça a bien bougé. Ça va, moi. Donc je regarde d'abord ce truc-là. Pour moi, c'est comme ça que je conçois les choses. C'est-à-dire, je pense que les deux camps ont horriblement tort et raison, mais vraiment, en fait, c'est vraiment mon point de vue. Et ce que je me refuse à faire, c'est à redevenir, puisque j'ai vécu la plupart de ma vie là-dedans, c'est redevenir partisan. C'est-à-dire, je ne veux plus devenir aveugle et étanche au point de vue des autres, sous prétexte que je considère que mon point de vue est plus évolué. Parce que c'est ça, en fait, moi, que je ne veux plus faire. C'est j'ai vécu toute ma vie en considérant que mes idées étaient plus fraîches, que mes points de vue étaient plus intelligents, que ma lucidité était meilleure que celle du voisin. J'ai passé ma vie dans une présomption dont j'avais pas vraiment idée. Et aujourd'hui, je suis saoulé par moi-même. C'est-à-dire que, si tu veux, le wokisme, je veux me l'appliquer à moi. Tu comprends? Je veux plus le regarder au lieu de se dire en fait oui mais c'est pas possible, regarde tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est normal que tu sois en train d'observer les extrêmes et de dire mais attends, ça dans un côté extrême ça n'est pas possible. Puis tu regardes les fachos dans leur truc extrême, tu dis non mais ça c'est pas possible. Mais par contre t'appliquer des idées fachos et t'appliquer des idées woke à toi, ça peut être vraiment intéressant. Que d'un seul coup tu te dises ce serait peut-être bon quand même que j'arrête. Alors pour moi par exemple, faut que j'arrête avec mes vannes sexistes. Ça va, oui, ha, 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 oui, ha, 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 ouais, c'est super, allez, vas-y, trouve un autre sujet de rigolade, vas-y, s'il te plaît, fais un effort. Ouais, mais si tu blagues pas sur le sexe, tu blagues pas sur, je sais pas, sur les races, il te reste sur les curés, sur les religions. Ouais, bah, il te reste tout le reste, c'est immense, en fait. Ouais. Non, justement, c'est immense. C'est immense, et puis ça t'apprendra à être autrement drôle. Mais c'est vraiment justement le truc. Ouais. C'est-à-dire que si je regarde, ah, mais j'ai plus le droit de ça, j'ai plus le droit de ça, j'ai plus le droit de ça, bah, regarde, en fait, tous les champs d'expérimentation qui n'ont pas été cultivés sous prétexte qu'on nous a fourni des trucs, à pré-mâcher. Si ça te demande de te dépasser et d'aller un peu plus loin pour arrêter d'être con, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais l'idée, c'est ça. C'est comment tu peux te l'appliquer. Et je souhaite, perso, je souhaite vraiment utiliser le mouvement woke pour arrêter de penser que comme je ne suis pas raciste, eh ben du coup je ne dis jamais de phrases racistes. Comme je ne suis pas misogyne, ah ben je ne dis. En fait, on croit que dès qu'on prononce une phrase, elle devient vraie. Je sais pas si t'as remarqué, mais les gens disent je ne suis pas raciste et du coup ils se pensent exempts, totalement propres, totalement
désengagé de toute posture, de toute phrase, de toute pensée raciste. Alors que non, on est pétri de ces trucs-là. Et l'idée, c'est pas de dire en une phrase « Ah non, mais moi, je suis pas raciste ». L'idée, c'est d'aller voir comment on l'est. L'idée, c'est pas de dire « Ah, mais moi, je suis pas sexiste ». C'est d'aller voir comment je le suis. Puisque je baigne dedans depuis 2000 ans. Pour comment ça, je ne le serai pas. Je le suis, et l'idée, c'est d'aller voir comment. Plutôt que justement rester dans juste l'aspect partisan à dire « Non, mais attends, moi, mon grand-père est algérien, donc je suis pas raciste, donc ferme ta gueule. » Et ça m'intéresse plus. Je veux aller voir comment. Ça m'intéresse. Et c'est là que, d'un seul coup, je vais pouvoir m'en foutre de ce qui se passe dans les camps extrêmes, qui sont juste là, en fait, pour agiter le bocal, hein. L'extrême facho comme l'extrême woke, il est juste là pour qu'on vienne avoir cette conversation tous les deux. Sans eux, on n'en parlerait pas. C'est vrai, c'est vrai. Alors moi, je suis absolument d'accord avec toi. Sur l'aspect, on a un peu le nez sur le guidon, parce que quand tu regardes, par exemple, les batailles entre patrons et ouvriers au 19e siècle, c'était d'une violence absolument incroyable. C'était un monde, ils vivaient différemment. C'est comme s'ils appartenaient à deux espèces différentes. Donc effectivement, et puis quand tu regardes quand même les progrès sociaux depuis 100 ans, tu dis bon, il s'est passé des choses, la sécurité sociale, etc. Les gens, les gosses vont plus à la mine à 12 ans, et bon. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Mais il y a une expérience que je partage pas, c'est que tu dis que tu ne veux plus faire partie des gens qui adhèrent à une cause. Et je suis sensible au fait de se dire, tu dis la longue durée, ok. C'est-à-dire dans 100 ans, dans 200 ans, tous ces problèmes seront résolus. De toute façon, toutes les races se seront mélangées. Non, je pense pas ça, hein. En l'espace d'une seule vie. Juste pour toi-même, juste sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, déjà, tu vois le truc. Moi, dans mes enfants, j'ai 2 fils. Le premier et le dernier, c'est des fils. Le premier, il a 20 ans, le dernier a 5 ans. Le premier a pris des baffes, le dernier n'en a pas pris et n'en prendra pas. Entre les deux, il y a juste 15 ans d'expérience où j'apprends à être moins con, à être moins émotionnel, à être moins réactif, à être moins débile. Et en fait, c'est 15 ans, c'est pas 100 ans et puis tout sera réglé. Tout sera pas du tout réglé d'ailleurs dans 100 ans. Puisque dans 100 ans, quand on aura le nez près de la feuille, ça sera bien pire que ça a jamais été à ce point-là. Tout simplement. Donc, faut pas caricaturer le truc. Quant à l'idée de n'adhérer à rien, c'est pas une position où désengagée. En fait, pour moi, c'est être engagé aujourd'hui que d'être capable d'apporter de la nuance. Être clivant, être caricatural et être dans un camp le drapeau levé, pour moi en fait ça ne demande pas d'effort. Ça demande juste de gueuler avec les loups. Donc tu te mets dans un camp, tu brailles aussi fort que les autres et puis on est très bien. Et pour moi c'est un véritable engagement que d'être capable de respirer, d'amener de la nuance et de reculer. Donc c'est pas si passif que ça comme point de vue de refuser d'adhérer à un camp ou à un autre, puisque de toute façon je les considère tous comme tellement partisans que ça ne veut plus rien dire. Et il y a un autre truc, c'est que je suis convaincu que si tu parles de la France, je te vois pris par la politique. Je pense qu'en fait la plupart des Français sont tout à fait d'accord avec ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire trouve dans les deux côtés de quelque chose d'intéressant. Il y a du bon et du pire dans les extrêmes, dans les moins extrêmes également. Et je pense que la plupart des gens en fait ne souhaitent qu'un truc, c'est dire si on prenait le meilleur de tout ça. Et en fait, là où on perd tout le temps, c'est là où on perd tout le monde à chaque fois, c'est avec cette histoire d'être tellement partisan que quoi que dise l'autre, c'est de la merde. Et là, fin du débat. On est d'accord là-dessus, mais il y a quelque chose dont il faut avoir conscience, c'est que les médias d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, sont faits justement pour attiser les clivages. C'est-à-dire, les algorithmes se sont aperçus que des algorithmes de Facebook, de tout ce que tu veux, de Twitter, etc., se sont aperçus que les points de vue les plus ultras, les plus provocateurs, sont ceux qui sont les plus intéressants. Donc, ils accélèrent ça. Donc, on est dans un bain. Moi, je suis d'accord avec toi. Les gens, ils ont envie d'être tranquilles, peinards, qu'on résolve leurs problèmes.
De dire, ouais, bah, faites une loi, essayez de vous mettre d'accord, etc. Mais les politiques et les politiques harcelés par les médias, actuellement, les médias nouveaux, sont obligés dans des positions qui sont de plus en plus extrêmes, parce que c'est ça qui fonctionne, c'est ça qui fait le plus de bruit, etc. Là, on a un vrai problème de maîtrise de nos médias modernes, de la technologie, etc. On a un vrai souci de ce point de vue-là. D'un angle de vue, on a un vrai souci avec ça, et puis de l'autre, c'est pour ça que ça bouge aussi vite. C'est grâce à ça. C'est par ce biais-là, en fait, que cette société, donc, va de plus en plus vite, change de plus en plus vite, évolue de plus en plus vite. Donc, il y a toujours un camp qui va regarder ça en disant on va vers le pire, l'autre camp va dire on va vers le pire. Ça va. Et puis donc ces deux pires allant de plus en plus vite, le monde se transforme à la vitesse à laquelle tu dois se transformer aujourd'hui. C'est grâce à cet effet de balancier. Et ça doit une fois de plus nous parler de nous. Plutôt que de se poser en extérieur et à dire oh là 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 là, mais regarde, c'est de plus en plus extrême, on a une culture de la violence, du clash, de l'horrible, et c'est une succession d'eux, etc. Les algorithmes nous poussent, et les médias, et les politiques, etc. L'idée, c'est une fois de plus, à mon sens, d'aller voir à l'intérieur de soi, et je pense que c'est intéressant d'aller voir en nous comment on est attiré par ça. Moi, perso, ça fait longtemps que je sais que de deux informations, je préfère toujours aller voir celle qui est la plus terrible, la plus émotionnellement intense pour moi. Je préfère... Je vais avoir tendance plus facilement à cliquer ou à aller regarder un accident monstrueux avec des morts et du sang, etc., qu'un carambolage où il y a de la tôle froissée. Je crois en fait que ça appelle quelque chose chez nous de profond. On a un réflexe à ça. On est attiré vers ce qui nous fait peur, nous bouge. Et je suis pas victime des algorithmes. Les algorithmes en fait ne font que copier mes fonctionnements cachés. Donc au lieu en fait de me dire c'est les médias, c'est les politiques qui nous poussent à ça, ce serait bien en fait de reconnaître que simplement ils sont en train de suivre une danse qui est là depuis le début et que cette danse en fait nous renvoie à nos fonctionnements les plus. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, quand tu te dis, le fait que tu sois attiré par des choses un peu extrêmes, un peu spectaculaires, etc., toi, comme moi, comme tout le monde, puisque c'est effectivement comme ça que fonctionnent les médias, et c'est parce que ils s'appuient sur des pulsions profondes. Mais quand tu sais que c'est une pulsion qui t'attire vers là, déjà quand on a conscience, ça veut pas dire que tu vas pas y aller. Tu vas pas aller voir des trucs horribles, ou des trucs moches, ou des trucs excitants, je sais pas. Mais t'as conscience que c'est une pulsion, que quelque part, même si tu la maîtrises pas, tu as une possibilité, un jour peut-être de maîtriser ça. Tu peux être maître de ça. Ça, effectivement, ça ouvre une voie peut-être intéressante. Oui, peut-être. Après, moi, je pense que les pulsions doivent rester des pulsions. Oui. C'est-à-dire que l'idée qui est en dessous, c'est je vais être spontanément attiré par ça, je vais spontanément aller dans cette direction, mais je sais que je sais qu'il y a une autre version. Je peux être attiré par le trash sans le prendre au premier degré, en sachant en fait que les médias dont tu parles, ils vont aller chercher ça chez nous. Donc ils vont regarder dans une journée, allez, ressortez-nous dans un journal télé les moments, tous les pics émotionnels qu'on peut créer chez les gens. Et je crois en fait que ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point on est addict à l'intensité émotionnelle. Parce que, à mon sens, si on refait de la place à notre émotionnel et à avoir le droit à nouveau de ressentir des trucs, peut-être qu'on va pouvoir avoir moins envie de détruire le camp d'en face, en comprenant en fait qu'on est accro au trash. Tu comprends? Et que c'est pas l'autre camp qui est trash. C'est nous en fait qui aimons aller chercher ça en tout. Regarde, on aime aller voir le trash là où il y en a pas de l'autre. Ouais. Mais là où il y en a pas. Et là où il y en a pas forcément. Je parle en fait justement de ce que tu appelles
la cancel culture, qui est l'idée d'aller chercher du trash dans des endroits où on veut dire, on s'en déconne, ça va aller. Une statue, oui. Ouais, il y a rien, tu vois. Et c'est cette idée-là. Ouais. C'est que si on reconnaît ça, on va voir que ce qu'on est en train de rechercher tout le temps, c'est de l'intensité émotionnelle. La peur de la mort, ça renvoie sur la peur de l'ennui, sur la peur il se passe rien. Il nous faut quelque chose. Il nous faut un ennemi. Un ennemi, en fait, ça nous fait une bataille. Et une bataille, ça nous donne deux possibilités. Soit être une victime, donc un héros, soit être un gagnant, donc un héros. Ouais. Donc on cherche des batailles. Et chercher une bataille, eh ben, c'est la possibilité d'aller chercher maintenant dans quelque chose de totalement anodin, qui aurait pu nous paraître comme totalement anodin, un bouquin anodin, une histoire anodine, n'importe quoi, on va aller chercher dedans de quoi en tirer une guerre. En fait, on est un peu accro à la guerre, quoi. Mais t'as raison. En fait, l'idée de ces pulsions, de ne pas les nier, de voir ce qu'on va chercher, mais en même temps d'en avoir une connaissance, d'ailleurs c'est une vieille idée, hein, comme j'ai lu un peu de philo, c'est exactement ce que racontait c'est exactement ce que racontait Spinoza. Ce qu'on pourrait. C'est pour ça qu'il a eu tant de succès aussi. Ça, c'est assez intéressant. Peut-être que la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on recherche à travers cette idée-là. Moi, j'ai un peu creusé cette idée justement de créer des camps, d'être partisan, de chercher la guerre, d'aimer incarner un camp puis l'autre camp, se défendre, pas se laisser faire. Ou se venger, ou ramener la vérité, ou faire justice, etc. Toutes ces notions qui sont quand même belliqueuses, guerrières. Et je crois que il y a un truc qui nous habite au fond derrière tout ça, qui pourrait peut-être clore l'échange qu'on a à propos de ça. C'est l'idée de la quête d'une famille. C'est-à-dire que je crois que d'une manière sous-jacente, ce qui est en dessous, c'est qu'on crée une guerre, on crée un clivage, parce que dès qu'on a créé ça, enfin, on réappartient à un camp. Il y a quelque chose, si tu veux, qui est du domaine de... Regarde, je suis dans une famille. J'ai mal quand je suis enfant, j'ai mal pour n'importe quelle raison, parce que l'enfance, ça fait mal. Tu comprends? Je suis là face au monde, on m'a rien expliqué, j'y comprends rien, j'ai peur, j'ai mal, etc., etc. Je vais exprimer ma douleur comme je peux, mais dans ma famille, en fait, chacun est occupé et on ne m'écoute pas, on ne m'entend pas. Et ma douleur, elle reste sans réponse. J'ai encore mal. À l'adolescence, je vais chercher à m'affilier. Et à l'adolescence, on voit des groupes de gens qui font des familles, tu sais, la famille des ados qui sont plutôt baba cool, on fume des joints, la société c'est que de la merde. Le groupe d'ados qui dit ah bah nous en fait ce qu'on aime c'est les sensations extrêmes. Ou le gang actuellement, par exemple, le gang. C'est une des familles. Exactement. Et en fait, comme ça, toute notre vie, si tu le regardes comme ça, tu vas pouvoir voir que aujourd'hui, finalement, le camp woke ou le camp de c'était mieux avant ou le camp etc. cherche juste des groupes qui pensent comme moi, avec comme idée sous-jacente enfin un endroit dans lequel je suis respecté, avec l'idée sous-jacente de ici je suis entendu. Ici je suis reconnu. Ici, je suis affilié, dans le sens de l'affiliation. Ici, je suis enfin dans ma famille. Comme si, en fait, chaque humain était balancé sur la planète, qui ne se reconnaissait plus et n'était plus reconnu dans son nom, dans son sang, dans sa lignée, dans sa famille, et se mettait ensuite en quête de ressentir de nouveau l'affiliation. Et que, finalement, ce clivage, il ne sert que à fabriquer des camps de ceux qui sont d'accord, ceux qui sont pas d'accord, ceux qui sont d'ici, ceux qui sont d'ailleurs, mais comme idée sous-jacente non reconnue, qui est que l'émotionnel dont on parlait tout à l'heure, l'émotionnel qui crée tant de douleurs, qui crée tant de conflits, qui crée tant de batailles, et en fait l'émotionnel est construit sur où est ma famille, rendez-moi ma famille, je veux juste rentrer à la maison, je veux juste me retrouver à nouveau assis avec des gens qui font résonner chez moi ce sentiment de fraternité, de chaleur humaine, rentrer à la maison. Et ça me fait toujours penser à cette image qui pour moi a été super forte. Je sais pas si tu avais vu ce film Don't Look Up. Tu sais, où voilà, il y a une météorite qui va venir, qui va tout détruire. On va mourir, c'est fini, c'est mort. Et ce film se termine sur l'image toute simple d'une famille, d'un groupe de gens qui sont une famille. Et on se retrouve à faire un truc simple, on est là, on est dans la maison, il y en a un qui coupe des carottes pour le repas qu'on va faire tout à l'heure, quelqu'un met un morceau de musique, faire à manger ensemble, être assis autour d'une table, c'est le début à la fin de l'humanité. C'est à ça que ça sert l'humanité, tu vois. Et j'ai l'impression en fait qu'inconsciemment c'est ça qu'on est en train de rechercher, et du coup je pense qu'on va y arriver.
Et moi, j'ajouterais juste une chose pour finir, c'est que si on pouvait s'apercevoir qu'il y a une seule famille réelle et que c'est les humains. Et on y va. On y va. On y va.